Bonjour. Écoutez, je suis désolé, je vais vous gâcher votre week-end parce que ce que j'ai à vous. Allô? Ce que j'ai à vous annoncer, c'est marche là? Là, ça va marcher. Allez-y. Bonjour. Oui. Donc ce que j'ai à vous annoncer n'est pas tellement drôle, donc je vais vous pourrir votre week-end. J'en suis absolument désolé à l'avance. Mais malheureusement, la situation se dégrade de jour en jour et on n'a pas de sortie possible. Donc ça posé, on va voir pourquoi on en est arrivé là et comment on peut espérer ne pas en sortir. En fait, ça n'est pas une crise qui a débuté il y a 2 ans ou il y a 3 ans, c'est-à-dire en 2008. Elle prend ses racines bien plus loin sur les agissements 1 de la Fed, 2 des banquiers et 3 des politiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez une croissance, on va dire, normative, normale, qui doit se trouver autour de 2,5% à peu près l'an, évidemment, ça ne permet pas aux politiques de se faire réélire. Ils préfèrent avoir 5%, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez un plein emploi à ce moment-là et tout marche bien. Et donc, les politiques ont fait passer le message qu'ils aimeraient bien avoir 5% de croissance. Seulement, pour avoir 5% de croissance, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous avez une banque qui fait son métier de banque, c'est-à-dire vous lui déposez 100 et elle prête à l'économie 130 ou 120, c'est pas avec ça que vous faites 5% de croissance. C'est pas non plus avec le progrès technologique, ça vous permet, tout ce petit ensemble vous permet de, dans le meilleur des cas, de faire 2,5, mais pas 5. Et donc il faut utiliser le fameux effet de levier que les banques se sont régalées à utiliser avec, en faisant toujours plus, puisque on est arrivé sur des effets de levier qui maintenant tournent autour de 40 fois. Il suffit de voir la faillite de MF Global récemment, le courtier, qui avait 1 milliard de fonds propres et qui avait 40 milliards d'actifs, donc engagés sur les marchés. Donc évidemment, quand vous avez des marchés qui sont, comme aujourd'hui, difficiles, et que vous perdez 10% dans la journée, ça fait 4 milliards, et donc ça fait une banque qui est en faillite. Il y en aura d'autres parce qu'elles utilisent à peu près toutes le même effet de levier. Donc cet effet de levier a permis une croissance qui était une croissance forte pendant plusieurs années et donc des politiques contents puisque réélus. Et donc vous aviez aux États-Unis des croissances qui tournaient plutôt autour de 5, 5,5%. Voire quelquefois plus, et non plus de 2, 2,5. Simplement, quand vous avez ça, vous avez un corollaire, si vous voulez, c'est-à-dire que il ne faut pas imaginer que ce système est un système durable dans le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des cycles en économie qui font que une croissance de 5,5% entraîne des tensions. Tension sur le marché du travail, tension sur les prix, tension sur le prix des matières premières. Et donc, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un banquier central, c'était son rôle jusqu'à assez récemment, il faut qu'il y ait un banquier central qui ferme le robinet à un moment. C'est-à-dire que quand vous avez une croissance, quelle qu'elle soit, même à 2,5, ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous arrivez à un certain moment, quand vous êtes vers le haut de la courbe, vous arrivez à certains moments à des tensions, donc multiples et variées. À ce moment-là, vous avez normalement la Banque centrale qui monte les taux d'intérêt, qui resserre le crédit et qui permet de calmer tout ça. Et donc là, vous faites un plateau sur la croissance et puis vous redescendez gentiment. Les entreprises font leur
leur boulot, c'est-à-dire qu'elles dégraissent. Vous avez donc moins de tension sur le marché du travail, vous avez une baisse de la demande sur les matières premières, vous avez une baisse du pricing power de l'entreprise, et donc tout ça se calme, et vous arrivez en fait à une récession. Bon. Mais récession qui est utile et qui est souhaitable, c'est-à-dire ça, je vous dis, ça détend les choses. Une petite image pour bien comprendre, si vous faites passer dans un tuyau 5 mètres cubes seconde alors qu'il est fait pour accepter 2 mètres cubes seconde, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, il vous pète à la figure. Bon. Si vous n'avez pas un gars qui à un moment ferme le robinet, eh ben c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, à partir de 2006. Ça s'était passé un peu avant, puisque M. Greenspan était un adepte de l'imprimerie et qu'il imprimait beaucoup de billets, beaucoup trop de billets. Normalement, vous devez avoir une croissance monétaire, si vous voulez, qui est égale à la croissance économique. Si vous avez une croissance monétaire très supérieure, je ne sais pas si Pierre a un graphique là-dessus, mais si vous avez une croissance monétaire très supérieure à la croissance économique, il y a un truc qui ne colle pas. Donc à un moment, vous allez le payer. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bernanke, quand il est arrivé en 2006, s'est cru malin d'arrêter de monter les taux, qui avait déjà commencé à monter, et d'attendre pour voir ce qui se passait. Il a vu, on a quand même les 2/3 des subprimes qui ont été fabriqués entre le deuxième semestre 2006 et le premier semestre 2007. Bien joué, monsieur Bernanke. Autrement dit, alors je ne dis pas du tout que s'il avait continué à monter les taux, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes. Bien sûr qu'il y en aurait une, parce qu'il y avait des subprimes qui avaient été créés avant. Il y en aurait eu encore. La seule chose, c'est qu'on ne les aurait peut-être pas créés au même rythme. Et donc la crise aurait probablement été moins grave. Et en plus, ça lui aurait donné quand même une certaine marge pour pouvoir les rebaisser en cas de pépin. Sauf que là, ils étaient déjà à zéro ou proches, et que donc vous supprimez votre marge de manœuvre. Donc le principe jusqu'à assez récemment, jusqu'à 2008, c'était un modèle de cycle avec une banque centrale qui resserrait le crédit quand il y avait un peu de surchauffe. Et donc des cycles avec expansion, récession qui duraient entre 5 et 6 ans, et tout ça était bien réglé, et tout ça marchait très bien jusqu'à l'arrivée de Bernanke. Donc Bernanke arrive. On avait bien vu la chose puisque on a été quasiment les seuls à écrire un papier en disant que Bernanke était un imbécile et qu'on allait le payer cher. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a eu une obsession. On l'avait détecté en 2002. Il avait une petite fixette sur la déflation. Ce qui pourtant n'était pas le problème en 2002, puisque en 2001, il y a eu récession aux États-Unis. En 2002, les marges étaient reparties à la hausse. Alors on a eu un problème avec Enron, mais qui n'avait rien à voir avec la reprise économique. La reprise économique était là, donc il n'y avait pas de déflation à ce moment-là. Les marges augmentaient. La marge brute augmentait, EBE sur VA, ça repartait à la hausse en 2002, donc il n'y avait vraiment pas de question à se poser sur la déflation, et pourtant il nous a pondu un joyeux rapport de je ne sais pas combien de centaines de pages sur les risques de déflation à ce moment-là. Donc c'est une petite fixette chez lui, et il ne peut pas s'en débarrasser, et donc il règle tous les problèmes à coup d'imprimerie. Voilà. Donc parce que c'est l'hydre de la déflation est trop forte, et donc c'est
c'est une trouille viscérale chez lui, comme l'inflation est une trouille viscérale chez les Allemands. Donc chacun sa phobie, hein, faut pas. Donc vous avez ce cycle qui était bien réglé et qui a pris fin en 2008, où justement, au lieu de fermer le robinet, M. Bernanke l'ouvre. Ce qui n'était pas forcément malin, puisque je vous dis que dans ce cas-là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le tuyau finit par vous péter dans la figure. Donc il l'ouvre à ce moment-là, il ouvre les vannes du crédit, il monétise à tour de bras, et depuis il n'a plus arrêté, 2008, 2009, 2010, 2011. Certains croyaient qu'il allait s'arrêter au QE2, Quantitative Easing 2, il a en fait jamais arrêté, donc maintenant on appelle ce qu'il fait du Quantitative Easing 3, après vous aurez un 4, un 5, un 6, Précision, juste une petite question, excuse-moi, c'est qu'ils ont imprimé plus de dollars au cours de ces 3-4 dernières années que tout le monde depuis la création du dollar. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et alors en plus, avec une espèce de naïveté confondante, puisque Bernanke nous dit depuis le départ que grâce à son imprimerie, il va créer des emplois. Alors, moi, j'ai jamais très bien compris quel était le système qui pouvait amener à créer des emplois quand vous imprimez des billets. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le Trésor américain qui a besoin, puisqu'il est quand même très endetté, qui a besoin d'émettre de la dette. Donc, il émet de la dette. Alors, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la dette américaine. Ils n'en sont pas à 15 000 milliards, ils en sont à 21 000. Maintenant, donc, beaucoup plus. Ça fait 145% du PIB, c'est-à-dire la même chose que les Grecs. Donc ils émettent, la Fed rachète, parce que plus personne ne veut de la dette américaine, surtout pas les Chinois, qui en ont déjà un bon paquet. Les Européens, ils ont leurs problèmes, et je pense qu'ils ne vont pas se jeter sur la dette américaine. Les Arabes du Golfe, qui avaient les pétrodollars, trouvent que les amitiés américaines sont quand même plutôt volages ces derniers temps, et qu'on est assez rapide à saisir leur compte, donc ils ne vont plus non plus aux émissions de trésoreries américaines, et donc il n'y a pas grand monde. Et il y a qui est-ce qui reste? La Fed. Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai expliqué ça à ma fille de 12 ans, je lui ai dit, tu mets un billet de 20 € dans ta poche gauche, tu le mets dans ta poche droite après, est-ce que tu as 20 € de plus? Elle m'a dit non. Et bien je lui ai dit, Bernanke le croit pourtant. Donc, voilà. Donc elle pourra même être patronne de la Fed dans quelques années. Voilà, il y a un vrai souci, c'est-à-dire qu'ils se sont tous, je dis bien tous, parce que la BCE fait très exactement la même chose, même si elle ne le dit pas. La semaine dernière, elle a quand même accepté des refinancements bancaires pour 260 milliards d'euros, c'était pas rien, c'est le record absolu. Jusqu'à maintenant, donc si elle nous fait ça toutes les semaines, je pense que on est bon pour appeler Mario Ben dans quelques jours. Donc cette technique, si vous voulez, fait que d'abord ceux qui pensent qu'il va y avoir de l'inflation là dans 3 jours se trompent lourdement.